Bienvenue à tous à nos sessions de sagesse du dimanche. Nous allons commencer une nouvelle série de conférences. Au cours des prochains mois, nous allons étudier le premier livre du cours d'apprentissage en ligne sur le Vedanta, La chute de l'intellect humain par Swami Parthasarathi. Nous n'allons pas avancer paragraphe par paragraphe. Nous allons discuter de l'essence de chaque chapitre. Et l'idée générale est que ces cours ou ces sessions peuvent compléter votre lecture personnelle, votre apprentissage en ligne, votre étude individuelle et aussi offrir une opportunité de poser des questions. Mais aussi, pour ceux d'entre vous qui n'étudient pas la chute de l'intellect humain, vous pouvez suivre les cours, les sessions, tout simplement. Un contenu fascinant qui nous invite à la réflexion, à l'assimilation et, plus particulièrement avec ce livre, à clarifier et à affiner les nuances de notre pensée. Voilà l'idée. À l'Académie Vedanta, nous avons des cours magistraux et des discussions de groupe. Mais dans le cadre de la dimension académique de l'Académie, nous regardons également des films. Ainsi, lors de cette retraite internationale Vedanta, nous avons accueilli un groupe de personnes très diversifiées venant de 18 pays différents. Et ce qui les a intéressés, c'est que nous n'étudions pas seulement des textes anciens. Nous étudions également des films au thème classique. Et le film que nous avons choisi pour cette retraite était Le Comte de Monte Cristo. Le roman français d'Alexandre Dumas. C'est un chef-d'œuvre. Et au lieu de passer beaucoup de temps à lire le livre, nous regardons le film puis nous discutons des thèmes. Parce que c'est un complément à un programme déjà très intensif. Par ailleurs, à l'Académie Vedanta, nous regardons aussi des documentaires sur la nature. Pourquoi pensez-vous que ce serait le cas dans une institution conçue pour la réflexion? Pourquoi des documentaires sur la nature? Alors, quelqu'un a une idée? Est-ce qu'on peut voir la différence entre les êtres humains et les animaux? Quelle est cette différence? Oui, d'accord. Ainsi, nous pouvons apprécier la magnificence de la nature. Fantastique. Nous pouvons apprécier la magnificence de la nature. Il y a un autre aspect à cela, c'est que cela suscite assurément un aspect dévotionnel chez un chercheur. Parce que vous réalisez quelle intelligence incroyable existe dans la nature, quel dessin, quelle complexité, quelle créativité, et cela dépasse tout simplement votre intellect. Le mot sanskrit pour cela est askarya, ce qui signifie incroyable, émerveillement. Vous n'arrivez pas à croire comme comment, à partir d'un chêne, tout est venu d'un gland de chêne. Donc, dans ce petit gland de chêne, il y a tellement de technologies concentrées. Comment, à partir d'une seule cellule, on obtient un être entier avec une telle complexité? Où se trouve cette intelligence? Nous ne la trouvons même pas dans une église. Donc, lorsque nous commençons à réfléchir de cette manière, nous prenons conscience de notre ignorance, mais aussi de la complexité immense de l'univers. Et cela nous rend humbles. Il y a une inclination, une dévotion envers cette intelligence supérieure, cette divinité, cette providence, les lois de l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Il y a donc un aspect dévotionnel. Regarder ces documentaires sur la nature, c'est aussi en partie comprendre à quel point le monde dans lequel nous vivons est sophistiqué. Ainsi, lorsque nous commençons à étudier les écosystèmes et que nous apprenons comment chaque animal s'intègre dans un écosystème particulier, le ver de terre, quand nous pensons au ver de terre, nous pensons à cette chose qui se tortille.
Et vous n'auriez pas envie de mettre vos mains dans la terre s'il y a des vers de terre. Et pourtant, quel rôle crucial ils jouent en apportant des nutriments au sol, de la nourriture pour nous. Et lorsque nous comprenons ce rôle vital des vers de terre, peut-être ou peut-être pas, nous les regardons différemment. Quel magnifique travail ils accomplissent, les vers de terre. Et puis, il faut bien avouer qu'il existe des animaux vraiment bizarres et étranges dans la nature sauvage. Dans l'un des documentaires que nous avons regardés, il y avait un épisode sur les araignées et la façon dont elles attrapent leur proie. Il y a une araignée, pouvez-vous imaginer? Elle projette sa toile à travers une rivière jusqu'à l'autre rive. Pouvez-vous imaginer? Si vous deviez jeter quelque chose de votre personnalité, même si vous deviez lancer un objet physique, en réalité, vous jetez quelque chose de vous-même. Jusqu'où pouvez-vous le lancer? Et cette toute petite créature, d'où vient cette force? D'où vient cette propulsion pour envoyer un jet de toile de l'autre côté de la rivière? Et quelle précision parfaite pour atteindre la branche visée de l'autre côté de la rivière? Incroyable! Et puis ensuite, il y a un poisson rouge. Celui-ci, au fond de l'océan, crée les motifs les plus incroyables et les plus complexes. Je ne sais pas, est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu cela? Il crée donc ces motifs et ces dessins, des formes géométriques, une perfection incroyable. Et il fait tout cela avec sa queue. D'accord, donc il n'y a pas de pinceau, pas de main. Avec sa queue, il réalise tous ces motifs incroyables. Et puis, quand on regarde quelques heures plus tard, quel motif? Un Picasso parmi les poissons. Un Picasso des poissons. Et à votre avis, pourquoi fait-il cela? Pourquoi réalise-t-il, pour ainsi dire, cette peinture sur le sable? C'est pour attirer un partenaire. C'est pour attirer un partenaire. C'est tout. Tous ces motifs pour attirer un partenaire. Maintenant, lorsque nous observons attentivement et que nous voyons la situation actuelle, la complexité de la nature, nous réalisons que ce monde dans lequel nous vivons, cet univers, est un cosmos. Il y a une relation de cause à effet en jeu. Il existe un équilibre minutieux qui maintient ce cycle de la vie. La proportion d'herbivores, de carnivores et de végétation est si magnifiquement répartie, et c'est pour cela qu'ils ont survécu pendant des milliers et des milliers d'années. Mais s'il y a trop de carnivores, ils mangeront les herbivores, mais alors il n'y aura plus de nourriture pour les carnivores. Alors, qui est-ce qui maintient cette proportion, même parmi les êtres humains? La proportion d'êtres humains intéressés par le commerce est la plus grande. Vous allez dans n'importe quelle université, les plus grandes classes seront en commerce, MBA, maintenant en IA. Suivez l'argent. Mais si vous regardez un peu plus en détail, vous trouvez un groupe plus restreint de personnes qui étudient l'ingénierie. Un groupe encore plus petit étudie la physique et des groupes encore plus réduits étudient les mathématiques. Et le groupe le plus petit, la plus petite classe dans une université, c'est la philosophie. Ça aussi. Dans la classe de philosophie, la moitié des étudiants hésitent encore à faire des arts. Donc, dans n'importe quelle université du monde, cette proportion existe. Imaginez s'il y avait plus de PDG que de personnel, nous aurions un problème. Il existe un ordre absolument magnifique et complexe qui permet de soutenir et de maintenir l'ensemble du monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est un paradis.
C'est un cycle. Et l'auteur, Swami Parthasarathi, commence par cela. Et c'est pourquoi notre sujet aujourd'hui est la chute de l'humain. Parce que ce que ce monde pourrait être, ce qu'un être humain pourrait aussi être pour contribuer à cet incroyable paradis, et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une chute. Swami Parthasarathi dit « Le monde est un magnifique phénomène de cause à effet. » Il fonctionne avec minutie. Il existe une réalité qui imprègne et pénètre chaque facette du monde, le rendant gracieux, glorieux. Les objets et les êtres ont été orchestrés pour créer la mélodie de la vie, un paradis sur terre, un équilibre. En Inde, on peut connaître la date en fonction de l'arrivée de la mousson. Il y a environ 20 ans, même il y a 15 ans, 10 ans, on pouvait le dire. La première pluie ou mousson tombait à Mumbai ou au Maharashtra le 8 juin. Si elle ne tombe pas le 8 juin, c'est que le calendrier doit être faux. La nature est tellement précise. Et puis elle marquait la fin ou le début de la fin. La pluie tombait le 8 septembre. Ainsi, la mousson arrivait, remplissait tous les lacs et repartait. Maintenant, avec l'intervention humaine, avec ce que les êtres humains font au monde, au climat, nous ne savons plus quand la mousson va arriver. Tout a tellement changé et nous voyons cela partout dans le monde. Chaque animal, chaque autre espèce connaît parfaitement le rôle précis et la mission qu'il doit jouer ici-bas. Et la raison, c'est que chez les autres espèces, tout est préprogrammé. Leurs paramètres ne peuvent donc pas être modifiés, ils ne peuvent pas changer. Ainsi, un zèbre mangera une certaine quantité. Il ne mangera pas plus que cela, ni moins que cela. C'est préprogrammé. Un lion ne s'accouplera qu'un certain nombre de fois, pas plus, pas moins. Mais en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas ce genre de réglage. Nous n'avons pas ces conditions préprogrammées. Ainsi, dans la nature, vous ne trouverez pas de zèbre obèse. Vous ne trouverez pas de girafe en surpoids. Pourquoi? Si discipliné. Parce que tout est déjà prédéfini. Mais les êtres humains, soit ils sont en sous-poids, soit en surpoids, ou bien si vous avez le poids idéal, vous aurez du poids dans la tête. Cela veut dire que nous sommes égoïstes à propos de notre poids. Je suis en bonne condition. Je suis en excellente forme physique. Alors, pourquoi les êtres humains n'y arrivent-ils pas? Et la raison, c'est que pour les êtres humains, ce n'est pas qu'on nous a négligés, ce n'est pas que la nature nous ait oubliés. Le problème, c'est que les outils qui nous ont été fournis, nous ne les utilisons pas. Et cet outil pour l'être humain, c'est l'intellect humain. C'est notre outil de survie. Par exemple, quel est l'outil de survie d'un guépard? Vitesse. Vitesse. Quel est l'outil de survie du cerf? Audience. Quel est l'outil de survie d'un lion? Force. La puissance pour bondir. Ainsi, chaque animal possède une force particulière qu'il utilise pour sa survie. Alors, pouvez-vous imaginer un guépard sans vitesse? Il ne survivrait pas. Pouvez-vous imaginer un cerf sourd? Il ne survivrait pas. Mais chez l'être humain, notre outil de survie, et pas seulement de survie, mais de prospérité, c'est l'intellect. Mais si nous n'utilisons pas l'intellect,
la survie de l'être humain et la survie de l'espèce est en danger. Parce que nous n'utilisons pas ce pour quoi nous sommes faits. Alors, quelle est la chute de l'humain? Cet intellect, il est incroyable. Il nous donne la capacité de nous adapter. Il nous donne la capacité d'être polyvalent. Il nous donne la capacité de dominer les autres créatures, de conquérir le temps, l'espace, de canaliser la causalité grâce aux lois de la physique et de l'ingénierie. Donc cet intellect est incroyable. À quoi l'utilisons-nous? À la guerre nucléaire. À quoi pourrait servir la puissance? Chaque ville, chaque village, chaque bourg du monde entier est utilisé comme une menace d'une nation à l'autre. Il y a un film, un récent qui est sorti. Je crois qu'il est sur Netflix, Une maison de dynamite. C'est avec Idriss Elba. Et dans ce film, on montre ce qui se passerait si quelqu'un lançait un missile. Disons qu'on n'est même pas sûr d'où vient la source. C'est de cela que parle le film. Donc attention, je vais parler du film et révéler des éléments de l'intrigue. Mais l'idée principale, c'est, supposons que quelqu'un lance un missile. On ne sait pas qui c'est. Comment un pays réagirait-il à cela? Et c'est ce que montre le film. Le pays pourrait réagir en décidant, puisque nous ne connaissons pas la source, d'être proactif et de s'assurer que plus personne ne possède de missiles nucléaires. Et il commence à tirer, peut-être c'est l'une des options, à lancer des armes nucléaires sur tous les autres pays susceptibles d'en posséder, afin de s'assurer qu'ils soient les seuls à en avoir. Ce choix, quelle option? Je n'arrivais pas à croire que ce soit une option envisageable. On ne sait pas qui est la source, on n'est pas sûr de qui est exactement l'ennemi, alors on tire sur tous ceux qui pourraient potentiellement avoir l'arme. Wow! Et là, on se rend compte à quel point nous sommes proches de l'extinction. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Que le reste de la nature ait existé aussi longtemps et continué et trouvé une coexistence. Et les êtres humains non seulement menacent leur propre espèce, eux-mêmes, mais menacent aussi les autres animaux, poussant déjà tant d'espèces à l'extinction. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette chute? Quelqu'un a une idée? Qu'en pensez-vous? La raison, c'est que l'ego est devenu incontrôlable. L'ego humain. Merci. Vous savez, essayer de résoudre les choses uniquement avec notre esprit est devenu incontrôlable. D'accord, donc c'est l'ego, l'ignorance, oui, concernant l'attention portée aux autres dirigeants, la peur des autres dirigeants, pas d'intellect. La cupidité et le désir, je pense que c'est le point clé. D'où viennent la cupidité et le désir? L'esprit? L'esprit humain veut toujours plus, et c'est de là que viennent la cupidité et le désir. Et si cette cupidité et ce désir, parce que cela pourrait être un désir positif de vouloir plus, cela pourrait être le désir de connaissance. Mais c'est la nature de l'esprit. Vouloir constamment plus n'est jamais rassasié. Mais si vous laissez cet esprit vouloir toujours plus de n'importe quoi, cette cupidité peut devenir destructrice. Un esprit incontrôlé nous a menés là où nous en sommes dans ce monde. Parce que nous commençons à penser à nous-mêmes et pas forcément à nos voisins, pas forcément à ceux qui nous entourent, pas forcément à savoir s'il y en a assez pour tout le monde. Nous ne faisons que penser, nous ne réfléchissons pas vraiment. L'esprit veut simplement toujours plus. Mais cela peut s'appliquer à tout.
Cela peut concerner les ressources, cela peut concerner les finances, cela peut concerner la sécurité. Quand est-ce que cela suffit vraiment? Et c'est là le problème avec l'esprit. Il n'y a pas de limite. Combien puis-je prendre sans penser aux conséquences, sans penser à ce que cela fera aux autres, et donc à moi-même? Donc, parce que l'esprit ne pense qu'au plaisir à court terme, à la gratification, il ne se rend pas compte des effets négatifs à long terme, même sur soi-même. Et cet esprit, au niveau du microcosme, c'est-à-dire au niveau individuel, explique pourquoi l'humanité en est là où elle est. En ce sens, au niveau individuel, nous constatons que les relations deviennent de plus en plus courtes. Elles ne durent pas. Nous constatons que l'institution du mariage ne prospère pas. Des gens décident même de ne pas se marier à cause de la faible probabilité de réussir à rester ensemble. Ainsi, nous constatons qu'au niveau individuel, il y a une augmentation des maladies. Il y a une augmentation des divorces. Il y a une augmentation de la dépression à cause de l'esprit qui s'emballe dans la vie humaine. Mais au niveau du macrocosme, imaginez donc l'esprit collectif de l'humanité. Si vous avez tout un groupe de personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur propre avidité, même dans une relation. Mais à un niveau plus large, la communauté à un niveau plus large, cela pourrait être, je le constate. Dans les écoles, entre parents et enseignants, il y a tellement de conflits parce que le parent vient en ne pensant qu'à son propre enfant. L'enseignant, bien sûr, doit s'occuper des autres élèves. Et on peut voir le conflit naître de l'égoïsme. Mais imaginez que chaque parent soit comme ça. Et imaginez que chaque enseignant soit comme ça et que le directeur soit comme ça aussi. Et puis, si l'on regarde la communauté au sens large, chaque citoyen, puis chaque politicien ou représentant d'un citoyen. Et ensuite, on pense aux dirigeants mondiaux qui représentent leur pays et les intérêts de leur pays. À quoi cela va-t-il mener? Et dans le livre, et souvenez-vous, ce livre a été écrit en 2007. Il parle de la montée dans l'humanité, du militantisme, des guerres et du terrorisme. Cela semble prophétique, comme si cela prédisait ce qui va arriver. Mais tout ce que cela parvient à accomplir, c'est de mettre en évidence la projection d'une espèce, qui ne fait absolument aucun usage de ses outils, ce qu'elle est censée utiliser, à savoir cette intelligence qui élève la vie. C'est la chute. William Wordsworth l'exprime magnifiquement. Il dit, et on peut ressentir l'émotion dans ses mots. Il dit, « Cela me peine de voir ce que l'homme a fait de l'homme. » Alors que chaque fleur profite de l'air qu'elle respire. Maintenant, je dis, d'accord, les problèmes de l'humanité, c'est bien plus vaste. Mais pour l'instant, regardons simplement en nous-mêmes. Cette intelligence a la capacité de nous offrir une vie tellement épanouissante, des relations si harmonieuses où l'on peut se réveiller et se sentir inspiré. On a envie d'aller de l'avant, de faire une différence, d'avoir un impact, de vivre pleinement, plein d'énergie, en bonne santé. C'est ce dont nous sommes capables à l'échelle individuelle. Et quelle est la réalité du jour? Chaque couple, et parfois on ne le voit pas, mais je peux vous le dire, après 25 ans dans ce domaine, si vous pensez qu'il existe un couple qui a tout compris, chaque couple a ses batailles. Et chaque couple travaille dessus, ou peut-être ne travaille pas dessus, mais l'effort est là. Parfois, on regarde un autre couple et on les envie. On se dit, oh, eux, ils ont tout compris. Quel beau couple. Mais si charmant, tu ne sais pas ce qui se passe en coulisses.
Alors, comment est-ce que je sais ce qui se passe en coulisses? Parce qu'ils viennent me parler. Tout le monde traverse des difficultés. Et puis, au niveau personnel, quelle est ton énergie? Quel est ton bonheur? Maintenant, nous avons les outils, mais les avons-nous développés pour gérer cet esprit dévastateur? Regarde, l'esprit n'a pas pour but de saboter notre bonheur, de saboter l'humanité. L'esprit n'est pas conçu pour cela. Ce n'est tout simplement pas le but de l'esprit. Nous n'utilisons pas l'autre aspect de notre personnalité, l'intellect. Et c'est pour cela que nous en sommes là où nous sommes. Donc, nous ne devrions pas blâmer l'esprit. Nous devrions blâmer le manque d'utilisation de notre intellect. L'esprit a une fonction particulière. Il est là pour tant d'instincts. Par conséquent, tant de notre survie et nos émotions, la reproduction, le fait de prendre soin des jeunes, de prendre soin les uns des autres, la connexion. Il y a tant d'aspects où l'esprit est crucial, mais nous n'utilisons pas l'intellect. Johannes a dit guider. Il y a quelques personnes de Suisse dans notre groupe. Il y a un philosophe suisse. Il s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Il est du 18e siècle. Il vient de Genève. Et grand philosophe, et il dit « L'homme est né libre et partout il est dans les fers. » Nous naissons sans aucun attachement. Et pourtant, dès que nous arrivons dans ce monde, la première chose que nous faisons est de nous attacher à nos parents, puis nous nous attachons à nos goûts et nos dégoûts, à la nourriture. Nous nous attachons aux jeux, aux émissions de télévision, et ainsi de suite. Nous sommes venus libres. Nous n'avions aucune dépendance envers quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et que faisons-nous? Nous ramassons joyeusement tous ces attachements. Cela me peine profondément de voir ce que l'homme a fait de l'homme. Parfois, on voit cette fleur solitaire qui semble simplement profiter du vent, balançant sa tête, savourant la brise. Et les êtres humains étaient faits pour la liberté. Et qu'avons-nous fait? Nous avons créé toutes sortes de chaînes, toutes sortes d'attachements, toutes sortes de servitudes envers tout et tout le monde. Ce qui pourrait être un lieu paisible, nous voyons des guerres. Ce qui pourrait être un état heureux, nous voyons la dépression, le stress, l'anxiété. Shantideva, un moine bouddhiste, résume magnifiquement quel est le problème. Et, comme nous l'avons dit, c'est l'égoïsme de l'esprit. Il dit « Tout le mal dans le monde naît du fait de ne souhaiter le bonheur que pour soi-même. » Il n'y a donc rien de mal à souhaiter le bonheur, mais lorsque vous ne le souhaitez que pour vous-même. C'est l'égoïsme de l'esprit, et cet égoïsme de l'esprit est en train de détruire le monde. Par conséquent, le besoin du moment et le message de ce livre sont « Soyons conscients ». Premièrement, il y a un intellect. Pour beaucoup d'entre vous, y compris moi-même, je ne savais pas qu'il y avait une différence dans nos pensées entre l'esprit et l'intellect. Je pensais qu'il n'y avait que des pensées et des pensées. Prendre une décision. Non, il y a l'esprit impulsif. Il y a l'intellect de discernement. Maintenant, lequel utilises-tu? Agis-tu par impulsion ou agis-tu par raison, analyse, jugement? Donc, la première chose est de prendre conscience qu'il existe un intellect. Deuxièmement, nous devons gérer cet esprit. Et l'outil pour gérer, diriger, guider l'esprit, c'est l'intellect. Ainsi, pour prendre des décisions à l'avenir et pour gérer cet esprit potentiellement auto-saboteur, nous avons besoin d'un intellect fort.
Par conséquent, au moins à un niveau individuel, nous devons dès maintenant donner la priorité au développement de l'intellect. Et si nous avons compris son importance, nous pouvons le promouvoir dans nos cercles d'influence dans la société. Faisons une différence. Arrêtons la chute. Et peut-être, en tant qu'êtres humains, avons-nous créé cette décadence. Pourquoi ne pas créer la renaissance? Et le dernier chapitre, le dernier sujet, c'est « Réveille-toi, lève-toi ». Dans la Bhagavad Gita, on utilise un langage puissant comme celui-ci. Il est dit « Utishta ». Cela signifie « lève-toi ». C'est à vous de vous faire, de vous construire vous-même. Les êtres humains, nous tous, nous sommes là où nous sommes à cause de nos choix passés. Mais ce que nous deviendrons dépend de nos choix présents. Développons l'intellect en nous-mêmes. Et ensuite, partageons-le avec les autres. Par où commencer? Quelqu'un a une idée. Par où commencer? Étudier, lire. Lire quoi? Accumuler des connaissances. Des connaissances sur quoi? Le Vedanta. Le Vedanta, oui. Observer l'esprit. Observer l'esprit. Cela commence par la connaissance de... Causa dit que nous devrions commencer par la thérapie. Le thérapeute a-t-il la connaissance? Cela commence par... Où se trouve ce manuel de l'être humain? Si nous ne connaissons pas l'anatomie d'un être humain, si nous ne connaissons pas les parties qui le composent, comment pouvons-nous utiliser les outils à notre disposition? Donc, cela commence simplement par connaître la constitution d'un être humain, connaître notre anatomie, nous connaître nous-mêmes. Aristote dit que le début de toute sagesse, c'est de se connaître soi-même. Donc, se connaître soi-même est le point de départ, le commencement de toute sagesse. Et donc, dès le premier chapitre, il est question de vous, de l'anatomie d'un être humain. Un petit rappel, peut-être un changement de perspective, mais allons-y. Un être humain est composé d'une composante matérielle et d'une composante spirituelle. La composante matérielle, c'est votre corps, votre esprit et votre intellect. La composante matérielle, en elle-même, n'a aucune activité à moins d'être animée et vivifiée. Par l'esprit, la composante spirituelle. Ainsi, lorsque l'esprit anime la matière, vous obtenez l'être humain. Un autre nom pour l'esprit est le soi, mais avec un S majuscule. Veuillez donc garder cela à l'esprit. Ainsi, lorsque le soi fonctionne à travers le corps, l'esprit et l'intellect, vous obtenez les expressions ou la vie que nous voyons chez un être humain. L'esprit pourrait être comparé à l'électricité. La matière serait les différents appareils électroniques. Donc, si vous faites passer l'électricité à travers une ampoule, vous obtenez de la lumière. L'électricité dans un réfrigérateur, du froid. L'électricité qui passe dans un radiateur chauffe. Tout va bien pour le moment. Mais alors, qu'est-ce qui détermine précisément la nature exacte de tout cet équipement? Qu'est-ce qui détermine la nature de votre corps, de votre esprit et de votre intellect? Excellent. Il s'agit d'étudiants avancés en Vedanta. Excellent. Et c'est là, avec les vasanas, que nous arrivons à un beau mot sanskrit. C'est un mot sanskrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot vasana vient de la racine sanskrite vas. Et lorsque vous consultez un dictionnaire sanskrit, il est très rare de trouver une seule définition.
Il y a plusieurs définitions pour un même mot. Et pour le mot vas, il y a deux significations. Vas signifie demeurer ou parfumer. N'est-ce pas intéressant? Donc, va signifie demeurer ou parfumer. Ainsi, lorsque nous parlons de vasana, il s'agit des tendances ou de la nature inhérente qui résident en vous, qui demeurent en vous. Ce sont les graines qui composent votre personnalité au plus profond de vous, mais elles n'ont aucune manifestation en elles-mêmes. C'est juste un parfum, une fragrance. Comment cette fragrance prend-elle une forme concrète? C'est votre esprit, votre intellect et votre corps. Ainsi, selon vos vasanas, votre nature, ainsi sera votre pensée. Pourquoi pensez-vous de la façon dont vous pensez? Si vous avez des vasanas d'affaires, vous penserez tout le temps à. Parfois, nous avons des gens d'affaires qui viennent visiter l'Académie Vedanta. Et à la fin, ils nous disent, vous savez, c'est un magnifique campus, mais vous savez ce qui marcherait très bien. Si vous installiez un McDonald's en face de l'académie, ce McDonald's serait très fréquenté. Ils voient une opportunité commerciale dans une institution spirituelle. Vasanas d'affaires, pensée d'affaires, action d'affaires. Tels sont vos vasanas, telles sont vos pensées, telles sont vos actions. C'est pareil avec le sport. Si vous avez des vasanas sportifs, vous aurez des pensées sportives. Vous cherchez tout le temps à pratiquer un sport. Tels sont vos vasanas, tels sont vos équipements. Alors maintenant, remettons cela dans le schéma. Donc tout en haut, nous avons l'esprit, le soi. Et le soi anime les graines, les vasanas, les tendances inhérentes en vous pour s'exprimer à travers le corps, l'esprit et l'intellect en vous. Ce que j'ai trouvé si inspirant, c'est, pouvez-vous imaginer que ce schéma se trouve dans le premier chapitre de La chute de l'intellect humain? C'est un livre qui est enseigné dans les écoles et les universités à travers l'Inde, mais aussi dans certaines parties du monde. Et pouvez-vous imaginer la conviction de Swami Parthasarathi de placer tout en haut comme une évidence et non comme une question controversée? Il y a un soi en vous, un esprit qui anime la matière. Cette matière, ce sont vos vasanas. Vos vasanas s'expriment à travers votre corps, votre esprit et votre intellect. Certains diraient que c'est controversé. Lui, il l'affirme comme un fait. Il y a cette composante spirituelle, vous la connaissez peut-être ou peut-être pas, ici. C'est par là qu'un départ se fait. Corps, esprit, intellect. Maintenant, nous allons un peu plus loin. Le corps est composé d'organes de perception. Facile. Comment percevons-nous le monde? Yeux, oreilles, nez, langue, peau. Nous percevons le monde par nos organes de perception. Mais nous possédons aussi les organes d'action. Comment devons-nous agir? Donc, nous avons les mains, les pieds, etc. Les organes reproducteurs. Nous avons les organes d'action. Ainsi, le corps perçoit et répond au monde par l'action. C'est donc de l'anatomie. Pour ceux d'entre vous qui aiment les schémas, celui-ci est puissant car il donne le contour d'un être humain. L'esprit est le centre du ressenti, de l'émotion. Donc ce n'est pas penser, c'est ressentir. La haine, l'amour, la joie, l'envie, la colère, c'est cela l'esprit. Ainsi, alors que le corps est l'instrument de la perception et de l'action, l'esprit est l'instrument du ressenti. L'intellect est de deux types. De la même manière que le corps avait des organes d'action et des organes de perception. L'intellect possède aussi deux types d'intellect. Maintenant, cela pourrait être nouveau. Nous n'avons pas abordé cela dans la plupart de nos précédentes sessions de sagesse du dimanche.
Je crois que nous avons traité ce sujet sous forme de condamnation. Satya, fermement convaincu, nous avons parlé de deux types d'intellect. Nous avons dit qu'il existe un intellect grossier et un intellect subtil. Alors, quelle est la différence entre les deux? L'intellect brut, c'est l'intellect. Eh bien, commençons par l'intellect. Quelle est la fonction de l'intellect? N'importe qui? Toute forme de discrimination injuste et systémique? Une véritable discrimination sans aucune raison apparente. Guidez votre esprit afin qu'il guide votre esprit. Des raisons, oui. Évaluer. Il analyse, il distingue, il discerne le bien du mal, le juste du faux, chaud et froid. Voici donc les fonctions de l'intellect. Quand on parle d'intellect brut, on englobe toutes ces fonctions. Mais alors, qu'est-ce qui le rend brut? Lorsque vous analysez et raisonnez dans le domaine du monde, c'est votre intellect grossier. Donc, si vous faites quoi que ce soit dans les limites, à la périphérie du monde, c'est l'intellect grossier. Pour mener une bonne vie, une vie productive, une vie paisible, c'est tout ce dont vous avez besoin, un intellect grossier. C'est la capacité de raisonner, la capacité de prendre de bonnes décisions, de guider votre esprit. Mais l'intellect subtil, c'est la même analyse, le même raisonnement, la même discrimination pour aller au-delà du monde. Ainsi, l'intellect subtil, son champ d'investigation et d'analyse, c'est ce qui est au-delà du monde. Donc, dès que vous commencez à vous demander d'où vient ce monde, vous passez de l'intellect grossier à l'intellect subtil. Lorsque vous demandez une explication de la loi de la gravité, quel intellect utilisez-vous? Grossier. L'intellect grossier. Mais lorsque vous demandez qui a établi la loi de la gravité? Comment cette loi de la gravité est-elle apparue? D'où vient-elle? Comment? Quelle est son origine? Quel est son but? Lorsque vous allez au-delà du monde, alors vous atteignez l'intellect subtil. Quand vous commencez à questionner et à analyser, d'accord, il y a ce corps, esprit, intellect connu. Y a-t-il une réalité quelconque qui existe par-delà le monde tangible? Des équipements superficiels. Dès que vous allez au-delà du monde grossier et que vous commencez à enquêter sur le soi, l'esprit, c'est cela, l'intellect subtil. Lorsque vous regardez ces équipements, le corps que nous connaissons, la personne ordinaire qui n'est pas associée ou qui ne maîtrise pas le Vedanta, appellerait l'esprit le cœur. Mais si vous disséquez le cœur, vous n'y trouverez pas les émotions ou les sentiments. Nous disons que c'est le cœur, parce que c'est là que nous ressentons l'émotion, que nous la vivons. L'intellect, en revanche, les gens l'associent souvent au cerveau. Mais en réalité, ressentir et penser sont tous deux exprimés dans le cerveau. Mais il existe des instruments plus subtils. Ils ne sont pas limités. Le cerveau fait partie du corps. C'est la connexion entre le corps, l'esprit et l'intellect. L'esprit et l'intellect sont deux organes subtils. L'esprit, le ressenti, l'intellect étant de deux types. L'un qui s'occupe des choses grossières, l'autre qui s'occupe des choses subtiles. L'intellect subtil est aussi connu sous le nom de conscience. Celui qui t'oriente vers l'évolution, celui qui t'amène plus près de l'esprit, de ton origine, de toi-même. Maintenant, en tant qu'être humain, nous sommes constitués de tout cela. Ceux qui nous sont extrêmement familiers au quotidien sont le corps tangible, ce qui constitue notre personnalité physique, et l'esprit complexe,
qui représente notre personnalité émotionnelle. Nous jouons donc ces différentes parties selon l'instrument que nous utilisons. Alors, examinons les différents rôles que nous jouons. Comment tout cela commence-t-il? Par où tout cela commence-t-il? Personne? Quelle est son origine? Le moment de la naissance est un événement unique. Désolé? Naissance. La naissance, oui. En ce qui concerne l'expression complète d'un être humain, par quoi cela commence-t-il? Vasanas. Vasanas. Avant les vasanas? Le moi. Le moi. Donc le soi. S'exprimant à travers les vasanas. Donc, si vous regardez les équations ici, le soi s'exprimant à travers le corps, vos organes de perception, vous obtenez une partie de votre personnalité et c'est le percepteur. Ainsi, le soi s'exprimant à travers le corps, dans les organes de perception, vous obtenez le percepteur. Mais lorsque le soi fonctionne à travers les organes d'action, donc aussi le corps, vous obtenez l'acteur. Et lorsque le soi fonctionne à travers le mental, vous obtenez le ressenteur, celui qui ressent les émotions. Et lorsque ce même soi, ce principe connaissant, souvent appelé dans les textes scripturaires le vivifiant, le principe connaissant, cette lumière, ce soi plus l'intellect croisé. Il vivifie vos pensées et éclaire vos pensées. Vous devenez le penseur et lorsque le soi s'associe à l'intellect subtil, vous obtenez le contemplateur. Ainsi, un être humain est percepteur, acteur, ressenteur, penseur, contemplateur. Ce sont les différents rôles que nous jouons. Ma question pour nous tous est, à quelle fréquence jouons-nous le rôle du penseur? À quelle fréquence jouons-nous le rôle du contemplateur? Rappelez-vous, le contemplateur est celui qui réfléchit au sens de la vie, d'où je viens. Que se passe-t-il après la mort? Voilà le contemplateur, le penseur. Lui, c'est autre chose. Comment puis-je résoudre ce problème financier? Comment puis-je prendre soin de ce corps? Ce sont des questions relevant de l'intellect grossier. Ainsi, un être humain, en essence, est composé de 4 aspects. Et gardons cela à l'esprit, car les 4 aspects doivent être pris en compte, doivent être pris en charge. Mais il y a une différence de priorité. Un être humain est constitué d'une personnalité physique. Voilà donc le sujet qui perçoit et l'acteur. Vous savez, quand nous avons montré ce schéma, la personne qui a visité l'académie a dit « c'est tellement logique ». J'ai maintenant une carte de moi-même. Je dois donc commencer à travailler sur les différents composants. Alors, la première chose qu'ils ont faite, c'est de commencer à faire du jogging et du yoga. Ils ont commencé à travailler sur leur apparence physique. Super. Et aussi la nutrition. Mais il y a aussi votre personnalité émotionnelle. Quelle est la qualité de vos émotions? Comment pouvons-nous maîtriser et affiner nos émotions? Et là où Vedanta excelle vraiment, notamment dans la manière dont nous menons les séances, les conversations et l'enseignement, c'est au niveau de la personnalité intellectuelle et spirituelle. Intellectuelle. La personnalité désigne la capacité de penser de manière originale et indépendante, la capacité de contrôler et de gérer son esprit. Il s'agit de la personnalité intellectuelle. Quelle est la force de ce composant? Et si nous ne connaissions pas la distinction entre l'esprit et l'intellect? Il n'y aurait pas de décision consciente. Ce serait simplement la force la plus puissante qui l'emporterait ou déciderait de notre vie. Si c'était un instinct grégaire, nous suivrions le troupeau. Si c'était la pression des pères, vous suivriez les pères. Si c'était la pression parentale, vous suivriez les parents.
Pression sociale, suivez la société. Pas notre propre examen et analyse indépendant. Et c'est la personnalité spirituelle. Inconnu. Et pourtant, pourquoi devrait-on suivre ce dernier vous? La personnalité intellectuelle est ce qui vous donne un but, ce qui vous donne une vie douce, paisible, harmonieuse. Aucun regret. Mais la personnalité spirituelle, elle vous apporte la félicité. Elle vous permet de retourner à votre origine. Vous savez pleinement qui vous êtes, votre véritable identité, votre vraie personnalité, le soi intérieur, la divinité en vous. Et en le sachant, vous savez exactement comment vous relier au monde. Donc, la session d'aujourd'hui porte sur la compréhension du fait que l'état dans lequel nous nous trouvons dans le monde, la chute de l'humain, est due à la cupidité de cet esprit qui s'est déchaîné. Et cela cause des ravages individuellement, mais aussi à l'échelle mondiale. Nous devons développer cet intellect, mais au final, pas seulement l'intellect grossier, mais aussi l'intellect subtil. Donc ce livre, La chute de l'intellect humain, va porter davantage sur la compréhension de la différence entre l'intellect et l'intelligence. Car souvent, nous confondons intelligence et intellect, la connaissance et la sagesse. Il y a une différence. Mais ensuite, au fur et à mesure que nous avançons dans le reste du livre et dans les livres suivants, l'accent est mis de plus en plus sur l'intellect subtil, sur la découverte de ce soi intérieur. Voilà pour cette session. Et maintenant, nous ouvrons la discussion aux questions. Nous allons donc commencer par répondre aux questions du chat. Paresh? La conscience fait-elle partie de l'intellect subtil ou est-elle identique à celui-ci? Paresh, cela fait partie de l'intellect subtil. Parce que ce n'est qu'une boussole, indiquant simplement la direction du haut. L'analyse est l'autre aspect de l'intellect subtil, mais cet aspect en vous, qui dit que cela est pour votre évolution, cela fait donc partie de l'intellect subtil. Cette soi-disant voix intérieure dont nous avons déjà parlé, la conscience. Qu'est-ce qui fait que cette voix intérieure est parfois trop faible pour être entendue dans certaines circonstances de nos vies, ou qu'est-ce qui fait qu'elle se trompe parfois? Nous comprenons que cette conscience fait partie de cet intellect subtil, que c'est cette fameuse voix intérieure, mais qu'est-ce qui la rend parfois trop faible ou même erronée? D'accord. Donc la conscience parfois n'est pas présente ou elle est trop faible. Et la raison en est le bruit des désirs. Donc, lorsque les désirs de l'esprit sont si forts, la conscience intérieure ne s'exprime pas, elle est noyée par le vacarme des désirs de l'esprit. Quand nous commençons à apaiser l'esprit et que les désirs deviennent moins forts, la conscience est toujours là. Elle commence à se faire entendre. C'est donc la raison pour laquelle elle est parfois faible ou absente. Le bruit des désirs. Le deuxième aspect est pourquoi la conscience se trompe-t-elle? La conscience ne se trompe jamais. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre évolution. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire professionnellement, mais c'est la meilleure chose pour votre évolution. Quand je dis cela, cela signifie que cette voie vous guide vers le soi, vous ramène vers l'origine. C'est ce que cela signifie. Or, cette direction peut être différente pour chaque personne, parce que chacun est à un niveau différent. Donc, ce que signifie plus élevé pour chaque personne est différent selon l'endroit où vous vous trouvez.
Ainsi, si vous êtes au niveau 4, le niveau 5 est plus élevé. Votre conscience vous dit d'y aller. Mais si vous êtes au niveau 7, le niveau 5 n'est pas ce que la conscience vous indiquera. Elle vous dira 8. La conscience ne se trompe jamais. Si elle se trompe, ce n'est pas la conscience. Très probablement, c'est votre esprit ou bien un intellect non développé. Nous devons donc distinguer les pensées qui traversent notre personnalité. Alors, Kosa, comment distinguer une bonne conscience saine et juste? Comment distinguer ce qui est bon ou mauvais? La conscience vous guide vers la félicité de votre état originel, qui est la réalisation de soi. Une règle générale pour comprendre ce qui est bon ou mauvais: plus nous devenons désintéressés, plus c'est bon. Plus nous devenons égoïstes, mieux c'est. Égoïste, mauvais. Altruiste, c'est bien. Pourquoi l'égoïsme est-il mauvais et l'altruisme bon? Car si vous regardez le schéma d'un être humain, de matière et d'esprit, la matière est votre petit moi, votre composante matérielle. Ainsi, si vous vous concentrez sur votre corps, votre esprit, votre intellect, également appelé ego, la matière, vous devenez égoïste. Tu ne penses qu'à mon corps, mon esprit, mon intellect, et c'est cela qui a causé la chute de l'être humain. C'est pourquoi nous sommes comme nous sommes. Si vous êtes anxieux, déprimé, malheureux, c'est à cause d'une trop grande attention portée à mon corps, mon esprit, mon intellect. Ne pas penser aux autres, ne pas penser à quelque chose de plus grand. Mais plus nous commençons à nous éloigner du corps, de l'esprit, de l'intellect pour aller vers notre véritable identité qui est l'esprit, le soi, plus vous devenez libre, plus vous devenez heureux. L'altruisme consiste à s'éloigner du corps, de l'esprit, de l'intellect pour aller vers l'esprit, le soi. Dans la mesure où vous passez de l'égoïsme à l'altruisme, vers votre vrai soi, votre identité, plus vous devenez heureux. Et donc, l'altruisme est une bonne chose. D'autres questions? Il est difficile et cela prendra du temps de devenir un être humain sain. Il y a un effort à fournir. Oui. Donc, si vous parlez de difficulté, est-ce difficile de devenir un être humain? Est-ce que cela prendra beaucoup de temps? Cela dépend. Cela dépend d'où vous en êtes. Et parfois, nous ne savions tout simplement pas mieux. Comme Dana l'a mentionné, au tout début, nous étions ignorants. Et lorsque vous tombez sur une connaissance qui explique toute la toile de la vie, cela change immédiatement votre perspective. Et vous commencez à orienter toutes vos actions dans une direction qui a du sens. En très peu de temps, vous pouvez devenir un être humain en bonne santé. Vous ne le saviez tout simplement pas. Imaginez une personne qui aime fumer, mais qui n'est pas consciente des effets négatifs. Peut-être que quelqu'un lui a dit que c'était bon pour la santé. Vous savez que c'est une forme de détox. Quand vous soufflez et que vous voyez la fumée, c'est en fait toute l'énergie négative qui sort de vous. Ah bon, vraiment? Et vous fumez comme une cheminée. Vous tirez, détox. Oh, merveilleux. Oh, c'est génial! Et regarde, je tousse aussi. Oh, toutes les mauvaises choses sortent.
et puis quelqu'un vous dit non, en fait, vous introduisez du poison dans votre organisme. Voilà ce que cela fait à vos poumons, à votre cœur, etc. Et dès que vous savez et que vous avez compris, cela peut être instantané. Tout de suite, vous arrêtez de fumer. Vous commencez à faire des choses qui vont améliorer votre santé. Ce qui pourrait être une gêne ou un obstacle, c'est que nous nous sommes attachés à ce mode de vie particulier. Il n'est pas facile de le laisser derrière soi parce que c'est là que nous trouvions de la joie. C'est pourquoi nous devons continuer à renforcer l'intellect pour opérer ce changement de l'insalubre vers le sain. C'est pour cela que la réflexion, le temps et le Vedanta sont si importants car nous avons besoin d'un guide. Nous avons besoin d'un coach. Et le Vedanta est le coach pour une vie d'élite. Vous savez comment nous avons des athlètes d'élite pour vous emmener de performance normale à exceptionnelle. C'est la même chose dans la vie. Vedanta n'est pas seulement fait pour survivre, c'est fait pour prospérer, c'est fait pour devenir la meilleure version de soi-même. Entièrement gratuit et indépendant. Deoki. Changez vos pensées, changez d'avis. Si vous pensez que c'est difficile, c'est que ça l'est. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, c'est que ça ne l'est pas. Vrai. Adoptons cette attitude selon laquelle si je fais l'effort, ce sera facile. En même temps, il faut être réaliste. Donc, nous ne voulons pas donner une image trompeuse de ce qu'il n'est pas. Il faut donc fournir des efforts et de la constance pour obtenir des résultats. Oui, nous en sommes conscients. Mais comme vous le suggérez, essayons d'adopter une attitude positive. Ça va aider. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous continuerons la semaine prochaine où nous aborderons les différentes étapes du développement de l'intellect, comment la pensée s'est développée. Et ensuite, nous commencerons notre étude sur la différence entre l'esprit et l'intellect et l'intelligence. Bonne semaine à tous. À dimanche prochain.